on va douter de moins en moins de l'indépendance stratégique de nos pays. Et il est de plus en plus important d'avoir des technologies souveraines qui seront accessibles indépendamment des contextes géopolitiques. Et donc, on a bien vu les priorités de réindustrialiser dans notre pays, mais également d'avoir des technologies ou des matières disponibles indépendamment de toutes les problématiques politiques avec d'autres pays. Et donc, c'est une importance maintenant capitale de pouvoir disposer de technologies aussi bien innovantes que de technologies disponibles sur le marché, mais pas forcément encore aujourd'hui disponibles en France. Donc, on va travailler au niveau de l'Agence de l'innovation, aussi bien sur cette innovation pour avoir des nouvelles technologies qui resteraient souveraines, que pouvoir accéder à des technologies qui peuvent ne plus être complètement accessibles aujourd'hui dans le contexte politique. Voilà, on aime à dire que la France, c'est important, mais la souveraineté, elle se joue surtout au niveau européen. Et donc, on essaye de travailler avec nos universités partenaires pour voir comment on peut échanger entre nos différents écosystèmes d'innovation et qu'une start-up qui émerge en France grâce à notre cité d'innovation puisse trouver un marché dans les pays avec qui on est en partenaire, les universités avec qui on est en partenariat, la Pologne, on est aussi avec la Norvège, on est avec l'Allemagne, on est avec la Belgique, voilà. Et donc l'idée, la Suisse, l'idée c'est l'Italie. Alors je ne veux pas faire la liste, mais l'idée c'est de voir comment on peut aussi transférer ces technologies, ces innovations aussi au niveau européen. Pour moi, la souveraineté technologique, c'est d'abord la souveraineté numérique. J'identifie 3 enjeux qui sont les données, les logiciels et les capacités de calcul. À chaque fois, c'est à la fois la capacité à poursuivre les recherches que nous faisons et la capacité aussi à préserver ou à valoriser les résultats de nos recherches. Si on perd la mémoire du climat, parce que le capital d'information qu'on a sur le climat n'est plus disponible, les chercheurs ne peuvent plus faire leurs modèles, ne peuvent plus faire des prédictions sur le climat de demain, parce qu'on aura perdu la mémoire du passé. Donc, ce sont des données à préserver. Comment est-ce qu'on préserve les données scientifiques? Eh bien, on les préserve en les mettant dans des bases ouvertes, en garantissant que ces bases sont partagées par tout le monde et en les faisant gérer par des instances, des organismes ou des fondations, enfin des dispositifs qui sont le plus ouverts possible et qui sont pérennes dans le temps. Aujourd'hui, il faut identifier quelles sont les bases de données qui sont menacées pour s'assurer qu'on peut les dupliquer, qu'on peut les préserver pour les générations futures. Si maintenant je pense aux logiciels, là aussi, il y a tous les logiciels dont on a besoin pour conduire la recherche. Et si demain, certains logiciels ne sont plus accessibles, eh ben, il y a des technologies que nous développons qui vont ne pouvoir être développées. Et à l'inverse, il y a aussi des logiciels que nous produisons et qu'il faut qu'on puisse préserver, souvent sous forme de logiciels libres, pour pouvoir les mettre à disposition de tout le monde. Et ça s'assure aussi que personne ne puisse se l'approprier aux dépens des autres utilisateurs. Enfin, le troisième volet, c'est le calcul, qui est aujourd'hui une ressource indispensable pour tous les projets, en particulier en IA. Et là, aujourd'hui, en France, il y a cette politique, jusqu'à présent, d'avoir des infrastructures de calcul souveraines, françaises, à disposition du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sont gérées en interne par le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et au CNRS, nous pilotons le fameux calculateur Jonzet, qui est une ressource indispensable à la conduite de la recherche en intelligence artificielle en France. Un autre enjeu aussi qu'il faut rappeler, c'est que si nous n'avons pas les capacités à financer nos recherches, on est amené à livrer le produit de nos recherches à des partenaires privés, des investisseurs privés qui ont la liberté, bien évidemment, de faire ce qu'ils veulent ensuite de ces technologies. Et la logique et la philosophie de la communauté de la recherche, c'est vraiment l'ouverture, le bien commun et ce que j'ai appelé le logiciel libre.
c'est pas forcément la philosophie de tous les investisseurs qui investissent sur les technologies qui sortent du monde de la recherche.